Une fille sans relâche, harcelée par ses camarades et ses professeurs, devient finalement une rebelle. Léa Dubois se réveilla le jour de ses 18 ans, partagée entre l'excitation et la tristesse. Elle avait hâte de fêter ça avec son tuteur, mais il était absent depuis plusieurs semaines. Bien qu'il soit parti, elle conserva ses habitudes matinales, s'étirant dans sa chambre exiguë tout en écoutant ses chansons préférées. L'appartement semblait vide sans sa présence, mais elle s'accrochait à l'espoir qu'il revienne bientôt. Après s'être habillée pour le lycée, Léa sortit dans l'air froid du matin. Presque immédiatement, elle aperçut 2 agents de police qui s'approchaient d'elle sur le trottoir. L'inspecteur Martin et l'agent Lemaire surveillaient son domicile depuis des semaines, attendant le moindre signe du retour de son tuteur. « Léa Dubois ?» L'inspecteur Martin l'interpella d'un ton ferme, mais pas désagréable. « Nous devons parler de votre tuteur, François Dubois. » Le moral de Léa chuta. Elle avait entendu les rumeurs, vu les reportages sur la prétendue implication de son tuteur dans un trafic d'armes autour de Villefranche. Mais elle refusait de croire que l'homme qui l'avait élevée avec tant d'amour et d'attention pouvait être le criminel qu'il prétendait qu'il était. « Je ne sais pas où il est », répondit Léa doucement, sans ralentir sa marche vers le lycée Jean Jaurès. Les agents la suivirent sur plusieurs pâtés de maison, leur présence attirant les regards curieux des passants. « Si votre tuteur vous contacte, dites-lui de se rendre », suggéra l'agent Lemaire. « Ce serait mieux pour tout le monde, y compris pour vous. » Léa accéléra le pas, désespérée d'échapper à leurs questions incessantes. Elle en avait assez d'être traitée comme une criminelle à cause des prétendus méfaits de son tuteur. La surveillance constante avait déjà commencé à nuire à ses amitiés et à sa tranquillité d'esprit. Au lycée, la situation était encore pire. Ses anciens camarades l'évitaient désormais complètement, chuchotant dans son dos et lui lançant des regards dégoûtés dans les couloirs. Lorsqu'elle arriva à son casier, elle le trouva recouvert d'insultes, la qualifiant de fille de trafiquant d'armes. Et pire encore, quelqu'un avait même collé un sac en papier rempli de bicarbonate de soude sur son casier avec un mot disant « tel père, telle fille ». Le harcèlement continua tout au long de la journée. Pendant la pause déjeuner, un groupe de filles mené par Chloé Lefebvre, la fille la plus populaire de sa classe, vint à sa table en faisant semblant de s'inquiéter. « Oh Léa, on a entendu parler de ton tuteur », dit Chloé avec un air triste. « Peut-être que tu devrais penser à quitter le lycée et à faire comme lui. Je suis sûre que tu serais douée pour faire passer des armes. » Les autres filles ricanèrent méchamment, et Léa sentit son visage chauffer sous l'effet de l'embarras et de la colère. Elle n'avait jamais été du genre à fuir un combat, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Soudain, elle se leva et poussa Chloé en arrière, la faisant s'écraser sur une table voisine. La cantine se transforma en chaos, alors que d'autres élèves se rassemblaient pour assister à la bagarre. « Ne parle plus jamais de mon tuteur comme ça !» hurla Léa, sa voix résonnant dans la grande salle. « Tu ne sais rien de lui, ni de notre famille. » La bagarre ne dura pas longtemps mais fut intense. Les années d'entraînement d'autodéfense de Léa l'aidèrent à se défendre contre Chloé et ses amis. Des professeurs intervinrent rapidement, séparant les combattantes et emmenant Léa au bureau du proviseur. Le proviseur Garnier était assis derrière son grand bureau en bois, l'air grave en examinant le dossier de Léa. Les appels téléphoniques de parents inquiets n'avaient cessé d'affluer toute la semaine, et le conseil d'administration du lycée le pressait d'agir. « Léa, j'ai bien peur de n'avoir d'autre choix que de vous suspendre pour une longue durée, » dit-il d'un ton triste. « Trop de parents ont exprimé leur inquiétude quant à votre présence dans les mêmes classes que leurs enfants. Je suis désolé, mais la sécurité et la tranquillité d'esprit de tous nos élèves doivent passer en premier. » Léa le regarda, choquée. « Vous me renvoyez à cause de quelque chose que mon tuteur aurait prétendument fait. Ce n'est pas juste. Je comprends que vous soyez bouleversé, mais je ne peux rien faire d'autre, » répondit le proviseur Garnier. « Peut-être devriez-vous envisager d'aller dans un autre lycée où vous pourriez prendre un nouveau départ. »
Se sentant trahie et abandonnée par le système qui était censé la protéger, Léa rassembla ses affaires et quitta le lycée Jean Jaurès pour la dernière fois. Elle remit à sa professeure d'anglais, Madame Dubois, une carte avec ses coordonnées, lui demandant de lui envoyer tout document important à son domicile. Quand Léa arriva à son appartement ce soir-là, elle fut furieuse de voir la même voiture de patrouille banalisée garée devant. La surveillance constante lui semblait être un supplice, et elle en avait assez. Dans un accès de colère, elle ramassa une pierre et la lança sur le pare-brise, créant une toile d'araignée de fissures sur la vitre. Les agents sortirent rapidement de leur véhicule et se lancèrent à sa poursuite dans les rues étroites du centre-ville. Léa courut aussi vite qu'elle le pouvait, son cœur battant la chamade sous l'effet de l'adrénaline et de la peur. Elle réussit à les semer en traversant le parc et se fraya finalement un chemin jusqu'à l'ancienne voie ferrée. Assise sur le sol froid, Léa regarda le soleil se coucher et peindre le ciel de couleurs vives. Le bruit des trains au loin était étrangement réconfortant, et elle se laissa aller à se souvenir des moments heureux passés avec son tuteur. François Dubois avait été un tuteur célibataire aimant après la mort de ses parents, alors que Léa n'avait que 8 ans. Il lui avait appris à faire du sport, l'avait aidé à faire ses devoirs et avait toujours pris le temps de faire leurs excursions du week-end dans la région. Ses souvenirs lui semblaient lointains maintenant. Léa sortit son téléphone et regarda l'écran, espérant un message ou un appel manqué de son tuteur. Rien. Elle attendait depuis des semaines de ses nouvelles, voulant vraiment connaître sa version de l'histoire. Quand elle rentra finalement chez elle ce soir-là, la police était toujours devant son immeuble. Léa les ignora complètement et monta les escaliers jusqu'à son appartement au 2e étage. Le silence à l'intérieur était assourdissant, seulement rompu par le bourdonnement des lumières et le bruit lointain des voitures en contrebas. À exactement 21h52, le téléphone sonna. Le cœur de Léa fit un bond en entendant la voix de son tuteur à l'autre bout du fil. « Joyeux anniversaire, ma chérie », dit François doucement. « Je suis désolé de ne pas avoir pu être là pour fêter ça avec toi. Tu as passé une bonne journée au lycée ?» Léa perdit le contrôle. Toute sa colère et sa frustration refoulée jaillirent dans un flot d'accusations et de larmes. « Une bonne journée ? Tu plaisantes ? Ma vie est ruinée à cause de toi. Tout le monde pense que je suis une criminelle comme tu es censé l'être. Je me suis fait renvoyer du lycée, tuteur. Renvoyer ! Et tu me demandes si j'ai passé une bonne journée ?» La voix de François se brisa sous l'effet de l'émotion. « Léa, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que tout ça t'affecte. Je vais arranger ça, je te le promets. Je vais rentrer à la maison et on trouvera une solution ensemble. » « Ne te donne pas la peine, » répondit Léa froidement. « Pour autant que je sache, mon tuteur est déjà mort. » Elle raccrocha le téléphone et s'effondra sur son lit, pleurant dans son oreiller. Loin de là, François Dubois était assis dans sa voiture dans une ruelle sombre, fixant son téléphone, le cœur brisé. Il se cachait depuis des semaines, essayant de trouver des preuves pour prouver son innocence. Mais voir sa fille souffrir à cause de sa situation était plus qu'il ne pouvait supporter. Il prit une décision qui allait tout changer. François roula toute la nuit, empruntant des routes secondaires pour éviter les contrôles de police. Il devait voir Léa une dernière fois pour tout lui expliquer et s'assurer qu'elle comprenait à quel point il l'aimait. En arrivant devant leur immeuble, il constata que la surveillance policière avait été réduite à un seul agent endormi dans sa voiture. François s'approcha discrètement du véhicule de l'agent et utilisa une technique de pression nerveuse pour l'assommer. Il monta ensuite à leur appartement, le cœur battant la chamade sous l'effet de l'espoir et de la peur. Il chercha ses clés, mais avant de pouvoir ouvrir la porte, il entendit des pas derrière lui. François Dubois lança une voix depuis l'ombre. « Je t'attendais. » François se retourna brusquement pour voir une silhouette portant un casque noir et des vêtements sombres. Le visage de la personne était complètement dissimulé, rendant impossible de savoir de qui il s'agissait. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » ? « La justice, » répondit la silhouette masquée, levant un pistolet. « Pour ce que vous avez fait à l'agent Garcia. »« Je n'ai fait de mal à personne, » hurla François, levant les mains. «
Je suis innocent !» L'homme armé n'attendit pas. 2 coups de feu retentirent dans l'étroit couloir et François s'effondra sur le sol, son sang se répandant lentement sur le vieux plancher. À l'intérieur de l'appartement, Léa se réveilla au son des coups de feu. Elle rêvait du retour de son tuteur et pendant un instant, elle se demanda si elle n'imaginait pas des choses. Mais lorsqu'elle entendit un bruit sourd contre sa porte, elle sut que quelque chose de terrible s'était produit. Léa s'approcha de la porte et regarda par le judas. Son monde s'effondra à cet instant. Son tuteur gisait mourant juste devant, son assassin se tenant au-dessus de lui avec l'arme fumante toujours à la main. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais François, avec le peu de force qui lui restait, appuya son corps contre elle. « Reste à l'intérieur », murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Ne le laisse pas te voir. »« Tuteur, non !» cria Léa, essayant de pousser la porte. « S'il te plaît, laisse-moi t'aider. » François utilisa ses derniers instants pour protéger sa fille. « Je suis désolé, Léa. Je t'aime tellement. Sois forte. » Son corps s'immobilisa et le couloir se tut, à l'exception des cris brisés de Léa. L'assassin masqué disparut rapidement dans la nuit, ne laissant aucune trace, à l'exception de l'arme qu'il avait utilisée. Léa réussit finalement à ouvrir la porte et trouva le corps de son tuteur. Elle prit sa tête sur ses genoux, son sang tachant ses vêtements, tandis qu'elle pleurait, submergée par la tristesse et la colère. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard au cimetière du Père-Lachaise. Léa était assise seule au premier rang, fixant la photo de son tuteur entourée de roses blanches. Elle avait souhaité un cercueil ouvert, voulant voir son visage une dernière fois avant qu'il ne soit enterré. Pendant la cérémonie, un groupe d'hommes en costume coûteux entra dans le bâtiment. Ils étaient menés par un homme plus âgé, aux cheveux blancs et au regard froid. Xavier Dumont avait été l'ami le plus proche de François avant que tout ne tourne mal. Et il était venu lui rendre hommage, même si c'était risqué. Après le départ des autres, Xavier s'approcha de Léa, l'air triste. « Votre tuteur était un homme bon, Léa, l'un des meilleurs que j'ai jamais connus. »« Alors pourquoi est-il mort ?» demanda Léa, sa voix vide de tristesse. « Qui l'a tué ?» Le visage de Xavier se crispa. « C'est ce que nous allons découvrir. François m'a sauvé la vie une fois et je lui dois plus que je ne pourrai jamais rembourser. Mais je peux vous promettre une chose, son assassin ne s'en tirera pas. » Léa regarda le visage de Xavier, y voyant la même force que son tuteur avait eue. « Je veux aider. J'ai vu l'assassin ce soir-là. J'ai une photo de la caméra de notre immeuble. »« Léa, tu n'es qu'une enfant. Ce n'est pas ton monde. »« C'est devenu mon monde quand ils ont tué mon tuteur, » répondit-elle fermement. « Je ne vais pas rester les bras croisés et laisser son assassin en liberté. » Le lendemain, Léa se rendit à la direction régionale de la police judiciaire de Paris pour se renseigner sur l'enquête. L'inspecteur Suzanne Legrand, la principale enquêtrice sur l'affaire, lui annonça une mauvaise nouvelle. L'affaire avait été classée faute de preuves ou de témoins suffisants. « C'est impossible !» hurla Léa. « J'ai une vidéo montrant l'assassin. Comment pouvez-vous simplement abandonner ?» L'inspecteur Legrand soupira tristement. « La vidéo est trop floue pour identifier qui que ce soit. Sans plus de preuves ou de témoins, nous ne pouvons rien faire de plus. Je suis désolé, mais votre tuteur était impliqué dans des affaires très dangereuses. Parfois, cela a des conséquences. » Léa sentit sa colère monter. « Mon tuteur était innocent. Il a été piégé. Ce n'est pas ce que notre enquête a révélé, » répondit Legrand froidement. François Dubois était un trafiquant d'armes notoire qui s'est fait beaucoup d'ennemis. Il s'agit probablement d'un règlement de compte par un autre groupe. Révoltée par le manque d'intérêt de la police, Léa décida de prendre les choses en main. Elle imprima des centaines de copies de la vidéo et les afficha dans toute la ville, offrant une récompense de 15 000 € pour toute information sur l'identité de l'assassin. Xavier Dumont vit l'un des prospectus en se promenant au marché des enfants rouges. Voyant la tristesse de Léa, il savait qu'elle avait besoin d'aide avant de se faire tuer. Il la trouva harcelée par un groupe de voyous qui tentèrent de lui voler l'argent de la récompense et intervint,
se débarrassant facilement des agresseurs. « Tu vas te faire tuer si tu continues comme ça », la prévint Xavier. « La vengeance n'est pas quelque chose que l'on peut accomplir avec de bonnes intentions et en étant amateur. »« Alors, apprends-moi », répondit Léa immédiatement. « Tu connaissais mon tuteur mieux que personne. Tu dois avoir une idée de qui voulait sa mort. » Xavier la regarda longuement, voyant la force têtue de François dans les yeux de sa fille. « Si tu es sérieuse à ce sujet, vraiment sérieuse, alors tu dois savoir dans quoi tu t'embarques. Les personnes qui ont tué ton tuteur ne vont pas attendre pour te tuer aussi. »« Je m'en fiche, » dit Léa fermement. « Je ne peux pas vivre en sachant que son assassin est toujours en liberté. » Xavier prit une décision qui allait changer leur vie à tous les deux. « Fais tes bagages. Il y a un endroit que je dois te montrer. » Il conduisit Léa jusqu'à une vieille usine dans la zone industrielle au sud de Villefranche. Le bâtiment avait l'air délabré de l'extérieur, mais à l'intérieur, il avait été transformé en un centre d'entraînement. Des sacs de frappe, des râteliers d'armes et des tapis remplissaient le grand espace, tandis que plusieurs hommes s'entraînaient à différents mouvements de combat. « C'est ici que j'entraîne les personnes qui travaillent pour moi », expliqua Xavier. « Si tu veux te venger, tu devras apprendre à te battre, à tuer et à survivre dans un monde qui ne respecte pas les règles. » Léa regarda autour d'elle, partagée entre la peur et la force. « Quand est-ce que je commence ?»« Demain matin, 6 heures pile, » répondit Xavier. « Mais sache ceci, une fois que tu t'engageras sur cette voie, tu ne pourras plus revenir à ton ancienne vie. Tu entreras dans un monde de violence et de mensonges où tu ne pourras faire confiance à personne. » Le lendemain matin, Léa rencontra David Dubois, le bras droit de Xavier et l'entraîneur principal. David n'était pas sûr d'entraîner une adolescente, mais Xavier lui avait dit que Léa avait mérité le droit de trouver justice pour son tuteur. « Elle n'est pas comme les autres, » dit Xavier à David à voix basse. « François est mort en la protégeant. Le moins que l'on puisse faire est de lui donner les outils pour se protéger elle-même. » L'entraînement de Léa commença immédiatement. Elle passa ses journées à apprendre le combat, les armes et les tactiques. Les autres ne la prirent pas au sérieux au début, mais la force et l'habileté de Léa gagnèrent rapidement leur respect. Pendant les soirées, Xavier racontait à Léa le monde criminel qui avait englouti son tuteur. Il lui expliqua le réseau de mensonges, de trahisons et de violences qui contrôlait le commerce des armes à Villefranche. Plus important encore, il lui apprit à identifier les dangers et les opportunités dans un monde où l'information était plus précieuse que l'argent. Après 6 mois d'entraînement intensif, Léa était passée d'une adolescente triste à une combattante habile. Elle pouvait manier de nombreuses armes avec compétence et savait comment appliquer des tactiques dans la rue. Mais plus important encore, elle avait acquis la force et le contrôle nécessaires pour survivre dans le monde de Xavier. Xavier décida qu'il était temps de donner à Léa une nouvelle identité. La fille de François devait disparaître complètement si elle voulait infiltrer le système qui avait trahi son tuteur. Il lui fournit de faux papiers attestant qu'elle était Rachel Royer, une jeune femme au casier vierge et sans lien avec la famille Dubois. « À partir de maintenant, Léa Dubois est morte, » lui dit Xavier avec gravité. « Tu es Rachel Royer et tu vas devenir policière. » Léa était perplexe face à ce plan. « Pourquoi devrais-je rejoindre la police ? Ce sont eux qui ont trahi mon tuteur. »« Parce que la corruption est plus profonde que tu ne le penses, » expliqua Xavier. « Ton tuteur a été piégé par quelqu'un au sein de la police. La seule façon de trouver son véritable assassin est d'intégrer leur rang et de trouver des preuves de l'intérieur. » Xavier avait appris que le pistolet de François avait été retrouvé sur les lieux du crime, ce qui suggérait que l'assassin l'avait emporté. Les archives de la police indiquaient que l'arme avait été enregistrée au nom de l'agent Michel Garcia, un policier décédé en service plusieurs années auparavant. Le lien était trop important pour être ignoré. Léa passa les 2 années suivantes à se préparer pour son nouveau rôle. Elle étudia le droit, apprit les procédures policières et inventa une histoire de couverture qui tiendrait la route. Lorsqu'elle postula à l'École nationale supérieure de la police de Saint-Cyr au Mont-d'Or, elle fut acceptée.
La formation à l'école était difficile, mais Léa était à la hauteur. Elle excellait en conditions physiques, en maniement des armes et en tactique de combat. Ses instructeurs étaient impressionnés par ses compétences, ignorant qu'elle avait été formée par certains des criminels les plus compétents de la ville. Après avoir obtenu son diplôme, Léa fut affectée au commissariat du centre-ville. Elle avait demandé ce poste car il lui donnerait accès aux détectives qui avaient travaillé sur l'affaire de son tuteur. Lors de son premier jour, Léa fut affectée à l'agent Stéphane Martin, un flic qui était dans les forces de l'ordre depuis de nombreuses années. Stéphane n'était pas sûr de sa jeune partenaire, mais les compétences de Léa le convainquirent rapidement. « Tu n'es pas comme la plupart des jeunes flics », dit Stéphane, après qu'ils eurent appréhendé un trafiquant de drogue qui échappait à la capture depuis des semaines. La plupart des nouveaux flics sont soit trop zélés, soit trop effrayés. Tu as un bon instinct. Léa sourit, sachant que son instinct avait été affiné dans l'usine de Xavier. Je veux juste faire la différence. Plusieurs semaines après son arrivée, Léa demanda à rejoindre la brigade criminelle. Elle avait appris que l'inspecteur Karine Lemaire était à la recherche de nouveaux agents pour rejoindre son équipe. Plus important encore, elle avait appris que l'inspecteur Lemaire travaillait avec l'inspecteur Legrand, qui avait classé l'affaire de son tuteur. Au cours de son entretien avec l'inspecteur Lemaire, Léa déclara qu'elle souhaitait faire carrière dans la police. Ses notes et ses évaluations le prouvaient, et elle fut acceptée. Lors de son premier jour, Léa fut présentée au reste de l'équipe. L'inspecteur Legrand était là, paraissant plus âgé que Léa ne s'en souvenait. Elle rencontra également l'inspecteur Antoine Diaz, l'enquêteur principal de l'unité et le partenaire de Legrand. Le cœur de Léa faillit s'arrêter lorsqu'elle vit le visage de Diaz. Elle le reconnut grâce à la vidéo du meurtre de son tuteur. Il était plus âgé maintenant, mais c'était la même personne. Le choc fut si violent que Léa dut se rendre aux toilettes pour se calmer. Debout devant le miroir, Léa se regarda et essaya de maîtriser ses émotions. Elle avait retrouvé l'assassin de son tuteur, mais elle n'était pas prête à ça. L'inspecteur Diaz était un membre respecté des forces de l'ordre, avec des années d'expérience. Le dénoncer nécessiterait des preuves solides et une planification minutieuse. Ce soir-là, Léa contacta Xavier. Elle lui parlait régulièrement, mais c'était la première fois qu'elle avait quelque chose d'aussi important à lui dire. « Je l'ai retrouvé », dit-elle, lorsque Xavier répondit au téléphone. « L'inspecteur Antoine Diaz. Il travaille ici depuis des années. » Xavier resta silencieux. « Tu es sûr ?»« Oui, je n'oublierai jamais ce visage. » La voix de Léa était ferme, mais Xavier pouvait entendre l'inquiétude. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Ne fais rien d'insensé. » la prévint Xavier. « Diaz est un bon flic avec des amis haut placés. Si on s'en prend à lui sans preuve, on finira tous les deux morts ou en prison. Tu dois être patiente et trouver des informations. » Au cours des semaines suivantes, Léa travailla dur, tout en enquêtant secrètement sur les antécédents de Diaz. Elle apprit qu'il avait été impliqué dans plusieurs affaires douteuses au fil des ans, y compris l'enquête qui avait conduit à la mort de l'agent Garcia. C'était clair, Diaz éliminait tous ceux qui menaçaient de révéler sa corruption. L'enquête de Léa fut compliquée par le fait qu'elle se rapprochait de son partenaire, l'agent David Martin. David était un flic honnête qui avait rejoint la police parce qu'il voulait lutter contre le crime. Il tombait également amoureux de Léa, ce qui rendait son travail d'infiltration plus difficile. « Tu es différente des autres flics avec qui j'ai travaillé », lui dit David un soir. « La plupart des gens deviennent cyniques, mais toi, tu sembles toujours croire en la justice. » Léa sourit tristement, sachant que sa conception de la justice était différente de la sienne. « J'ai vu ce qui arrive quand les bonnes personnes ne s'opposent pas à la corruption. Il faut bien que quelqu'un se batte pour ce qui est juste. » David pensait qu'elle était simplement idéaliste, mais Léa parlait d'expérience. Chaque jour, elle travaillait avec l'assassin de son tuteur. Elle se souvenait de l'injustice qui avait ruiné sa famille. La seule chose qui la faisait tenir bon était de savoir qu'elle recueillait des preuves qui permettraient de traduire Diaz en justice.
L'opportunité que Léa attendait se présenta lorsque les détectives reçurent un tuyau concernant un important trafic de drogue. L'information provenait de David Dubois, qui avait été arrêté et collaborait avec la police pour obtenir une peine plus légère. Léa savait que Xavier avait orchestré l'arrestation de David pour lui donner une chance de se rapprocher de Diaz. L'inspecteur Legrand demanda à Léa et David de collaborer avec Diaz sur l'enquête. Cela donna à Léa accès aux méthodes et aux contacts de Diaz. Elle commença à comprendre comment il avait réussi à déjouer les enquêtes pendant si longtemps. Diaz prenait soin d'agir comme un bon policier, mais Léa remarqua des signes de sa corruption. Il avait des informations sur des activités criminelles qu'il n'aurait pas dû avoir, et il semblait détourner les enquêtes de certaines personnes. Le plus révélateur fut lorsque Léa aborda l'affaire de son tuteur. « François Dubois était un homme dangereux, » dit Diaz. « Il avait des liens avec des gens peu recommandables. Celui qui l'a tué a probablement rendu service à la société. » Léa dut se retenir de réagir. Au lieu de cela, elle enregistra ce qu'il avait dit comme une autre pièce à conviction. Elle montait un dossier avec soin, comme son tuteur l'aurait fait. L'enquête mena à une fusillade dans une ancienne usine désaffectée. Léa, David et Diaz poursuivaient David Dubois et ses hommes lorsque les choses dégénérèrent. Des coups de feu furent tirés et Léa fut séparée de ses partenaires. Léa vit Diaz se déplacer dans l'usine comme s'il la connaissait par cœur. Il était clair qu'il connaissait la configuration mieux qu'il ne le devrait. Elle le suivit discrètement, restant hors de vue. Léa observa Diaz rencontrer David Dubois dans une zone isolée de l'usine. Au lieu de l'arrêter, Diaz avait une conversation amicale avec lui. Léa ne pouvait pas les entendre, mais ils semblaient être de vieux amis. Soudain, David apparut aux côtés de Léa. « Qu'est-ce que tu fais ici » chuchota-t-il. « Diaz s'occupe de l'arrestation. »« Il y a quelque chose qui ne va pas, » dit Léa, pointant du doigt les deux hommes. « Regarde comme ils sont amicaux. » Avant que David ne puisse répondre, les choses dégénérèrent. Les hommes de David ouvrirent le feu sur la police et Léa se retrouva au milieu d'une fusillade. Elle et David se cachèrent derrière des machines tandis que Diaz disparaissait. Lorsque la fusillade cessa, 3 criminels étaient morts et David Dubois avait disparu. Diaz réapparut, affirmant qu'il avait poursuivi un autre complice qui s'était échappé. Léa ne le crut pas, mais elle ne pouvait rien prouver sans révéler ce qu'elle savait. La fusillade à l'usine donna à Léa de nouvelles pistes pour son enquête. L'inspection générale de la police nationale ouvrit une enquête interne et Léa put consulter des dossiers qui étaient auparavant secrets. Elle apprit que Diaz avait été impliqué dans des affaires similaires au fil des ans, avec le même schéma de personnes disparues et de preuves détruites. Léa apprit également que l'agent Garcia avait enquêté sur les activités de Diaz avant sa mort. Garcia avait constitué un dossier d'anomalie et s'apprêtait à le présenter à l'inspection générale. Mais il avait été tué par un trafiquant de drogue avant de pouvoir terminer son enquête. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Léa comprit que son tuteur avait été tué non pas parce qu'il était un criminel, mais parce qu'il détenait des informations qui pouvaient révéler la corruption de Diaz. François Dubois avait collaboré avec l'agent Garcia, et Diaz avait tué les 2 hommes pour protéger ses crimes. Léa savait qu'elle avait suffisamment de preuves pour dénoncer Diaz, mais elle savait aussi qu'il serait dangereux de les révéler par les voies habituelles. Diaz avait trop d'amis dans la police, et sa couverture serait compromise. Elle avait besoin de l'aide de Xavier pour planifier sa prochaine action. La rencontre avec Xavier eut lieu dans la même usine où Léa avait commencé sa transformation des années auparavant. Xavier écouta attentivement Léa présenter ses preuves, le visage sombre. « Diaz joue sur les 2 tableaux depuis des années, » dit Xavier. « Il a utilisé son poste pour éliminer ses ennemis et protéger ses propres crimes. Ton tuteur a découvert ses activités et c'est pour ça qu'il a dû mourir. »« Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Léa. « J'ai des preuves, mais je dois faire attention à la façon dont je les révèle. » Xavier sourit. Il y a plus d'une façon d'obtenir justice. Parfois, le système judiciaire fonctionne, et parfois, il ne fonctionne pas.
Nous devons être prêts aux deux. L'affrontement final arriva plus tôt que prévu. Diaz se méfiait de Léa et la surveillait. Il apprit son lien avec Xavier Dumont et comprit qu'il avait été démasqué. Au lieu d'attendre que Léa le dénonce, Diaz décida de la tuer avant qu'elle ne puisse révéler ses preuves. Léa quittait le commissariat un soir lorsqu'elle remarqua qu'elle était suivie. Elle conduisit son poursuivant à travers un labyrinthe de rues sinueuses pour identifier son identité. Lorsqu'elle le confronta finalement dans un parking désert, elle ne fut pas surprise de voir l'inspecteur Antoine Diaz. « Je sais qui tu es vraiment, Léa Dubois », dit Diaz, brandissant son arme. « Ton tuteur était un imbécile qui n'a pas su se mêler de ses affaires. Ne fais pas la même erreur. Mon tuteur était un homme bon qui est mort en essayant de faire ce qui était juste, » répondit Léa, préparant sa propre arme. « Tu l'as tué parce qu'il menaçait tes crimes. » Diaz rit. « Ton tuteur collaborait avec Garcia pour faire tomber des gens qui assuraient la sécurité de cette ville. Le trafic d'armes existera toujours, que nous le contrôlions ou non. Au moins, à ma façon, nous maintenons la violence à un niveau bas et nous gardons l'argent entre de bonnes mains. Tu es un assassin et un criminel, dit Léa, et tu vas payer pour ce que tu as fait à ma famille. » Le combat dura plusieurs minutes, chacun cherchant une ouverture. Léa savait que Diaz était un combattant expérimenté, mais elle savait aussi que son entraînement l'avait préparé à cet affrontement. Lorsqu'il fit son mouvement, elle était prête. Le combat ne dura pas longtemps. Diaz était compétent, mais Léa avait la jeunesse et l'entraînement de son côté. Elle se battait pour la justice tandis qu'il se battait pour sa vie. Léa finit par prendre le dessus. Alors que Diaz gisait mourant, il prononça une dernière phrase. « Ton tuteur, il essayait de te protéger. Il pensait que s'il aidait Garcia, cela te protégerait des gens comme moi. Il t'aimait plus que tu ne le sauras jamais. » Léa se tenait au-dessus de l'assassin de son tuteur, partagée entre la satisfaction et le vide. Elle avait atteint son objectif, mais la victoire lui laissait un goût amer. François Dubois était toujours mort, et rien ne pourrait le ramener à la vie. Mais au moins, son assassin serait traduit en justice, et sa fille avait prouvé qu'elle était assez forte pour survivre. La disparition de Diaz fut difficile à gérer. Léa dut faire attention à ne pas révéler sa véritable identité ni son lien avec Xavier Dumont. Elle présenta les preuves des crimes de Diaz comme des informations qu'elle avait découvertes au cours de son travail de police, et l'enquête interne confirma ses allégations. L'inspecteur Legrand fut bouleversé d'apprendre que son partenaire avait été corrompu pendant si longtemps. Elle présenta ses excuses à Léa pour avoir classé trop tôt l'affaire de François Dubois et promit de veiller à ce que le nom de François soit réhabilité. « Votre tuteur était un héros », dit Legrand à Léa. « Il est mort en essayant de dénoncer la corruption au sein de notre service. Sa mort n'a pas été vaine. » Léa accepta les excuses, mais elle savait qu'elle avait changé. Elle était devenue quelqu'un que son tuteur n'aurait pas reconnu, quelqu'un capable de violence et de mensonge. La jeune fille qui avait cru en la justice avait disparu, remplacée par une femme qui connaissait la vérité du monde. Xavier Dumont proposa à Léa de rejoindre son organisation, mais elle refusa. Elle avait atteint son objectif et ne souhaitait pas vivre dans le monde criminel. Au lieu de cela, elle décida de quitter Villefranche et de prendre un nouveau départ, en se souvenant de ce que son tuteur lui avait enseigné sur l'amour et de ce qu'elle avait appris sur la survie. Alors que Léa quittait la ville en voiture, elle repensa à son parcours. Elle avait commencé comme une victime, avait été transformée par la tristesse et la corruption, et avait trouvé la force d'obtenir justice. La jeune fille qui avait été harcelée et renvoyée du lycée avait disparu, remplacée par une femme qui avait prouvé qu'elle pouvait survivre à tout. L'histoire de Léa Dubois est celle du pouvoir de la résilience et du prix de la justice. Elle avait perdu son innocence et son tuteur, mais elle avait gagné quelque chose d'inestimable. Elle était assez forte pour relever tous les défis. Dans un monde qui voulait la briser, elle avait trouvé un moyen de se battre.